À travers le chapitre 5, donc, nous essayons de comprendre comment les plantes vivant fixées peuvent s'adapter pour assurer certaines de leurs fonctions. Nous avons vu dans un premier temps comment elles pouvaient assurer la fonction de nutrition, ensuite dans un deuxième temps comment elles pouvaient se reproduire et se propager, et nous allons voir à présent dans un troisième temps comment elles peuvent se protéger face à des agressions. Donc grand 3, vivre fixé et se protéger des agressions. Il existe plusieurs catégories d'agressions, donc nous allons voir dans un premier temps comment se protéger contre des prédateurs. Il existe différents moyens de protection, donc voyons dans un premier temps les structures mécaniques de défense. Je vous propose d'observer les photos du document 2, page 97, qui présente un premier exemple qui est très connu, qui est l'acacia. Donc l'acacia, donc c'est un arbre qui vit dans différents endroits. Nous en avons également en France, hein, pas seulement en Afrique. Là, vous voyez un exemple d'acacia dans la savane ici. Il existe donc des acacias également qu'on peut trouver dans nos régions, enfin un peu plus dans le sud de la France. Et ces acacias ont la particularité d'être très appréciés par les herbivores, comme par exemple l'antilope ou la girafe. Donc l'acacia va devoir mettre en place des structures pour éviter de se faire manger par ces herbivores. Donc, exemple, les épines. Donc, l'acacia a développé des épines plus ou moins grandes selon les différentes variétés d'acacia. Donc, ici, vous voyez de très grandes épines. Vous en voyez d'autres ici plus petites, mais tout aussi efficaces. Ici, encore d'autres très grandes. Et là, vous en voyez, certaines sont vraiment immenses. Elles dépassent largement au niveau de la tige ou du tronc de l'arbre. Donc, ces structures mécaniques que sont les épines permettent donc, dans un premier temps, d'éviter aux herbivores de venir manger l'acacia. Il existe également un autre type de mécanisme qui va permettre aux plantes fixées de se protéger contre les agressions des prédateurs, c'est le fait de fabriquer des molécules toxiques. On appelle ça la télétoxie. Donc c'est ce que je vous propose de voir en quelques exemples dans la partie petit 2. Donc nous allons dans un premier temps voir que les molécules toxiques peuvent être produites contre des animaux herbivores, et puis nous verrons dans un deuxième temps qu'elles peuvent être produites également à un autre but. Alors, nous reprenons l'exemple de l'acacia. Et là, vous allez pouvoir coller les graphiques qui vous ont été distribués pour pouvoir comprendre en quoi l'acacia est capable donc, de fabriquer certaines molécules et comment ça va le protéger. Alors, vous avez sur votre document trois graphiques qui vous présentent la mortalité ou le nombre de koudous. Les koudous, ce sont des grandes antilopes qui vivent dans les parcs d'Afrique du Sud. Donc, ce sont des grands parcs fermés qui renferment énormément de koudous. Et on s'est rendu compte que parfois la mortalité des koudous était très importante parce que ces koudous mangeaient essentiellement des acacias et que visiblement les acacias étaient capables de produire des molécules qui empêchaient la survie des koudous. Alors, on va vous parler tout au long de ces graphiques de la teneur en tanins foliaires des acacias. Donc foliaire, ça veut dire fabriqué au niveau des feuilles. Et les tanins, ce sont des molécules qui ont pour particularité de diminuer la digestibilité des organes végétaux, c'est-à-dire que quand un koudou va brouter un acacia, donc il va manger les feuilles, il va avoir beaucoup de mal à digérer ces feuilles. Et les tanins provoquent également la précipitation de certaines protéines, par exemple dans la salive, et donc la digestion devient impossible, et ça peut aller donc jusqu'à la mort de l'animal qui aura mangé ces feuilles très riches en tanins. Donc, dans ce premier graphique, on observe la mortalité des koudous en fonction de la teneur en tanins dans les feuilles des acacias. Donc, on se rend compte, ce qui peut paraître logique, que plus les feuilles renferment de tanins, ces molécules donc dangereuses pour les koudous, plus les koudous meurent. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui peut paraître logique. Ensuite, on a un deuxième graphique qui met en relation la mortalité des koudous et le nombre de koudous dans les parcs. Donc, mortalité des koudous toujours en pourcentage, le nombre de koudous est évalué pour 100 hectares au niveau des parcs. Donc, vous avez différentes données pour différents parcs qu'on a, donc, dont il est question là en Afrique du Sud, et vous voyez que on peut tracer une sorte de droite qui montre qu'il y a vraiment une relation faite entre le nombre de koudous et leur mortalité. C'est-à-dire que plus il y a de koudous, plus visiblement la mortalité de ces derniers est importante. Alors, comment se fait-il? Pourquoi est-ce que le nombre de koudous va avoir un impact sur la mortalité, justement le pourcentage, le taux de mortalité de ces animaux? Alors, le troisième graphique va nous donner un début d'explication. Il met en relation le nombre de koudous, encore pour 100 hectares,
avec la teneur en tanins foliaires des acacias. Et on remarque que plus euh, la teneur donc, en tanins foliaires des acacias est importante, et plus le nombre de coups doux est important. Alors, on peut voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire se dire plus le nombre de coups doux est important, plus la teneur en tanins foliaires des acacias est importante. Effectivement, c'est ce qui se passe. En fait, il faut savoir que les acacias donc, sont largement broutés par les coups doux, et ces arbres ont la particularité, quand ils sont mangés comme ça de façon importante par les herbivores, de sécréter, en dehors des tanins, hein, une molécule particulière qui est un gaz qui est très volatile, qui s'appelle l'éthylène. Et ce gaz, donc très volatile, va être fabriqué par l'arbre dès que celui-ci va être grignoté par un herbivore en assez grande quantité. Donc, dès qu'il y a un nombre de feuilles qui diminue de façon importante à cause du broutage, l'acacia va fabriquer de l'éthylène. Cet éthylène va se propager aux alentours, donc il va atteindre tous les autres acacias qui sont à proximité de celui qui a sécrété. Et ça va être comme un système déclencheur pour les acacias, comme un système qui va dire attention, voilà, il se passe quelque chose. Donc, les acacias qui reçoivent cette information-là vont à leur tour se mettre à fabriquer une grande quantité de tanins foliaires, donc au niveau de leurs feuilles. Donc, ça va les protéger avant même que les herbivores arrivent auprès d'eux. Et dès que les herbivores vont commencer à les manger, la teneur en tanins sera très importante et du coup, ça va créer une mortalité aussi très importante des coups doux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre le nombre de coups doux dans les parcs et leur taux de mortalité, puisque plus il y en a, plus les arbres sécrètent d'éthylène et plus ils fabriquent de tanins foliaires. Donc ça, c'est vraiment un moyen pour les acacias de se protéger contre le broutage des herbivores. Alors, un autre exemple de molécule toxique que vous connaissez très bien, c'est l'ortie. Donc l'ortie, c'est une plante qui est très connue dans nos régions. Donc tout le monde s'est déjà frotté à l'ortie et a ressenti voilà, une piqûre un petit peu particulière et une irritation qui est relativement longue, qui dure plusieurs minutes. Donc là, l'ortie a la particularité de posséder sur ses tiges et ses feuilles des sortes de petits poils. Alors faisons un zoom sur ces poils-là. Donc c'est ce qu'on appelle des poils urticants et qui sont constitués de deux parties. Donc on a une sorte comme une petite seringue ici. Donc c'est une petite pointe de silice qui va se casser très facilement. Donc dès qu'un animal frôle l'ortie, la petite pointe de silice va se casser et va se répandre contre l'animal, contre la peau de l'animal, des molécules comme par exemple l'histamine ou l'acide formique. Pour information, l'acide formique, ça vous fait peut-être penser à fourmi, c'est également la molécule qui est fabriquée par les fourmis. Et quand les fourmis mordent, elles peuvent injecter en même temps justement de l'acide formique, qui est une molécule qui est assez désagréable, qui est très irritante. Donc voilà, pour l'ortie également, un exemple de molécules fabriquées. Donc si je résume, on a dit les acacias fabriquent des tanins dans leurs feuilles, qui empêchent la bonne digestion des feuilles et créent la mort des antilopes par exemple. Et l'ortie ici fabrique de l'histamine, de l'acide formique, qui a également pour effet de se protéger, donc de faire en sorte que, alors c'est pas mortel évidemment pour l'ortie, mais ça va faire s'éloigner le prédateur potentiel. Alors, donc les végétaux peuvent se protéger contre les animaux, mais peuvent aussi se protéger contre d'autres végétaux qui seraient concurrents, puisque nous avons appris dans la partie nutrition qu'un végétal avait besoin, pour assurer justement sa nutrition, de puiser dans le sol des minéraux, de l'eau, etc. Et évidemment, s'ils sont beaucoup rassemblés au même endroit, il va falloir se partager les ressources. Donc pour éviter de se partager les ressources, certains vont la jouer perso et vont fabriquer en fait des molécules pour empêcher les autres espèces végétales de se développer à proximité de la plante en question. Donc exemple d'un végétal qui fait ça, c'est le noyer. Donc tout le monde connaît les noyers. Donc voici un noyer, voici deux noix. Alors le noyer a la particularité de fabriquer au niveau de ses feuilles une substance lui aussi qu'on appelle la juglone. Donc la juglone est fabriquée par la feuille et dès qu'il va pleuvoir, elle va être lessivée par la pluie, elle va tomber sur le sol et en fait une fois qu'elle sera dans le sol, elle va empêcher la germination des graines qui pouvaient être là et donc elle va empêcher la pousse de plein d'autres petites plantes herbacées qui auraient pu être concurrentes du noyer. Donc cet arbre finalement va se créer une sorte d'endroit en fait juste à lui pour avoir toutes les réserves potentielles du sol juste pour lui. Donc il élimine toute la concurrence qui pourrait exister à ses côtés. Donc voilà, on a vu les structures mécaniques, on a vu les molécules toxiques, et il existe encore une autre façon
de se protéger des prédateurs. Alors là, on va voir un exemple un petit peu particulier, c'est les relations symbiotiques. Alors la symbiose, on en a déjà parlé auparavant, rappelez-vous. Là, je vais vous proposer d'évoquer une symbiose, on va dire au sens large, hein, pas la même symbiose que celle dont on a parlé auparavant, quand on a traité par exemple des lichens ou des autres exemples dont on a parlé, comme les nodosités des fabacées. Là, il y avait vraiment une relation étroite entre les cellules des deux organismes qui s'imbriquaient. Ici, c'est juste voilà une mise en commun, on va dire, chacun apporte quelque chose à l'autre sans être imbriqués vraiment l'un dans l'autre. Alors, l'exemple que je vous propose, c'est encore l'acacia. L'acacia a plus d'un tour dans son sac hein, pour se protéger. Alors, l'acacia est capable de créer avec les fourmis une symbiose qui va le protéger contre les éléphants. Alors, les éléphants sont des animaux qui ont la capacité de pouvoir se nourrir de beaucoup de feuilles d'arbres, y compris des arbres qui possèdent des épines, parce que l'éléphant a une peau très très dure, donc il va pouvoir résister voilà, au piquant, on va dire, de certaines épines. Donc, ils ont quand même la capacité de manger les acacias, même si ceux-ci possèdent des épines. Donc, les acacias, certains en tout cas, ont trouvé une parade et ils vont cohabiter, entre guillemets, avec des fourmis. Donc ici, vous voyez un acacia avec ses épines. Et en fait, à la base des épines, on a une sorte de globe creux dans lequel vont pouvoir se loger des fourmis. Donc les fourmis, pourquoi est-ce qu'elles viennent là? Parce qu'elles vont bénéficier en fait de substances nutritives que va leur apporter l'acacia. Et en échange, ce qui va se passer quand les fourmis, les éléphants vont venir brouter, c'est que ces fourmis, alors ce sont d'assez grosses fourmis, hein, c'est pas des fourmis qu'on trouve dans nos régions, elles ont une morsure qui est très douloureuse. Et quand elles vont mordre la langue des éléphants, là pour le coup, l'éléphant va trouver ça très très désagréable et donc il va éviter d'aller manger les acacias qui sont en relation avec ces fourmis. Donc ça protège l'arbre contre ses prédateurs, les herbivores, et en même temps, la fourmi, elle a un bénéfice, donc on va dire au niveau nutritif. Donc chacun y trouve son compte, donc il s'agit bien d'une symbiose. On a fait des expériences en fait sur ces arbres-là. Si on enfume les acacias et donc on fait disparaître les fourmis, on se rend compte que les éléphants vont sans problème manger ces acacias. Donc c'est pas parce qu'ils n'apprécient pas les feuilles de cette espèce d'acacia, c'est tout simplement parce qu'effectivement les fourmis, pour eux, c'est quelque chose de très désagréable, dont la morsure est désagréable, et donc ils vont délaisser les acacias investis par les fourmis au profit d'autres arbres qui vont pouvoir brouter plus à leur aise. Alors, petit récapitulatif. Donc ici, vous pouvez également coller votre polycopier sur lequel vous allez trouver quelques exemples de plantes avec des agresseurs potentiels et la façon dont ces plantes vont pouvoir se défendre. Alors, par des poils, par exemple, par la sécrétion de certaines molécules, alors les tanins, la morphine hein, pour le pavot, par exemple ici, ou par la production justement voilà, d'une substance qui va attirer des fourmis qui vont de manière donc indirecte protéger la plante contre les herbivores. Donc voilà pour la première partie qui concernait donc la protection face aux agresseurs.